Ah oui, vous amène de. أنا نعطيهم غير الميكرو. صافي هادو ما تعطيهمش لا يبقاو هنا. On a dit 15 minutes. 15 minutes. 15. C'était 15. Alors, on va reprendre les questions flash qu'on a interrompues ce matin pour ne pas pénaliser les gens qui sont présents et qui sont assidus. Donc, on va reprendre tout de suite. Et la deuxième intervention, c'est à propos de l'HP. On voit bien des abus dans les demandes d'examen. Parfois, on voit des choses aberrantes, des sérologies. Professeur Bourouat est là pour nous éclairer et nous dire les nouveaux protocoles thérapeutiques. Merci. Merci à vous, Dr Javir. Merci à mes chers amis et collègues membres de la PRT. Moi, je vais vous parler de cette bactérie. Sibou Skraoui, dans une rencontre, il nous a dit que les gastropédiatres n'ont rien à faire, donc ils ont inventé cette bactérie pour trouver du travail. Donc, je vais parler de cette bactérie. Je vais parler de cette bactérie à l'HP et je vais essayer d'être un petit peu bref. Je vais sauter des slides pour les passer en 15 minutes. Et donc, cette bactérie, je vais commencer par des généralités sur la bactérie. C'est une bactérie à gram négatif qui est flagellée, spiralée, et il a des flagelles, et ces flagelles lui procurent une mobilité importante, et ça fait de l'un de ces armes très importants par lesquelles elle peut vivre dans un milieu acide comme l'estomac. C'est d'ailleurs la seule bactérie qui vit dans l'estomac humain, et il se développe exclusivement au niveau de l'estomac humain. Vu qu'elle a besoin de conditions de culture particulières, surtout un milieu en micro-aérophilie, c'est une bactérie qui est difficile à cultiver donc en pratique, et donc il a besoin aussi de plusieurs jours pour sa culture, et donc ça rend sa culture difficile. Et on peut l'identifier grâce à une protéine puissante, sa protéine puissante qui est l'uréase. Et pourquoi on veut aujourd'hui parler de l'HP? Parce que nos conduites ne sont pas unanimes, et puis il y a émergence de souches résistantes qui rend son éradication difficile. Alors, rapidement sur l'épidémiologie, dans notre contexte, ce qu'on voit chaque jour, c'est une bactérie, c'est une infection qui est très fréquente chez l'enfant. C'est vrai que l'épidémiologie est variante d'un pays à l'autre. Il est d'une incidence, il passe de 5% dans certains pays européens à 80% dans certains pays africains. Et bien sûr, son incidence, il augmente avec l'âge, il est beaucoup plus important chez le grand enfant et l'adolescent. Et il est responsable de la plupart des maladies ulcéreuses de l'estomac. Et il est une des causes, la première cause infectieuse de néoplasie chez l'humain. Alors, c'est une bactérie qu'on acquiert à l'enfance, très tôt dans l'enfance, parce que la transmission, elle est surtout de la maman à l'enfant, et c'est ce qu'on appelle la transmission orale. On peut être affecté ou infecté par cette bactérie par un mode gastro-oral, si on est en contact avec des vomissements infectés, ou bien des selles infectées, et donc c'est le mode féco-oral. C'est une infection, quand elle est là, elle engendre une infection chronique, et si elle n'est pas éradiquée, elle sera toujours là jusqu'à son éradication. Alors, pourquoi cette bactérie peut vivre dans un milieu aussi nocif pour les bactéries? Alors, parce qu'il a des armes. Et parmi ces armes, il y a déjà sa mobilité. Donc, il peut, grâce à ses flagelles, se mettre directement au contact du mucus. Et il a d'autres protéines qui l'aident à faire face à résister à l'acidité, comme l'uréase
Et l'uréase, elle permet de faire passer l'urée à l'ammoniac, et donc cet ammoniac qui est induit, qui est généré grâce à cette uréase, elle est très toxique pour la cellule épithéliale, et elle accélère l'apoptose qui est induite par la genèse ou la synthèse des cytokines TNF-alpha. C'est une bactérie ou c'est une infection qui a des particularités chez l'enfant. Chez l'adulte, l'infection est beaucoup plus fréquente que chez l'enfant. La réponse n'est pas du tout la même chez l'adulte que chez l'enfant. Donc la réponse immune chez l'adulte est beaucoup plus importante, et donc la présentation clinique est totalement différente, et les complications aussi sont différentes. On voit beaucoup d'ulcères chez l'adulte par rapport à l'enfant. C'est vrai qu'on commence à avoir des maladies ulcéreuses chez l'enfant aussi, mais ça dépend de la virulence de la bactérie, d'une part, et de la réponse immune de l'autre, d'une autre part. Et bien sûr, les traitements ne sont pas toujours les mêmes, parce que les traitements de l'adulte ne sont pas tous permis chez l'enfant, donc d'où la nécessité de recommandations propres à l'enfant. Donc la bactérie, quand il est là, il va induire une inflammation. Donc on va passer d'une muqueuse qui est normale à une gastrite chronique, puis à l'atrophie, et puis on va arriver à ce qu'on appelle, entre guillemets, un point de non-retour. C'est pas toujours le cas, parce qu'il y a des papiers qui ont parlé de cette métaplasie intestinale et qui ont montré que une éradication efficace de cette bactérie permet de revoir ou de revenir en arrière, donc de faire disparaître cette métaplasie intestinale. La métaplasie qui est le lit du cancer de l'adénocarcinome gastrique par la suite. Il ne faut pas s'inquiéter chez l'enfant. Ça, c'est une étude japonaise qui a été faite sur une cohorte d'enfants, qui a montré que le cancer gastrique n'est pas très fréquent, et ils ont trouvé 0,3% d'ulcère gastrique chez l'enfant. Alors cliniquement, comment va se manifester cette bactérie? Aucun symptôme n'est pathognomonique de l'infection à HP. Chez l'enfant, le plus souvent, c'est une infection asymptomatique, contrairement à l'adulte. Et ce qu'on trouve le plus souvent, c'est les douleurs abdominales. Alors la caractéristique de ces douleurs abdominales, donc c'est pas une douleur qui est pathognomonique de l'infection, mais certaines caractéristiques ont été soulevées par plusieurs auteurs. C'est le fait que c'est des douleurs épigastriques qui sont invalidantes, qui peuvent être rythmées par les repas et qui sont associées à des nausées et vomissements ou à une hémorragie digestive. Alors, si on regarde cet article qui a été publié par des Iraniens, et ils ont travaillé sur une cohorte très large d'enfants, 1556 enfants, ils ont pris un groupe qui a des douleurs abdominales récurrentes et un groupe sans douleurs abdominales récurrentes. Ils ont trouvé que l'infection en HP chez le groupe douleurs abdominales récurrentes est beaucoup plus importante chez des enfants, les autres enfants, le groupe de contrôle. Mais ils n'ont pas mis en évidence de différence concernant les caractéristiques entre le groupe douleurs abdominales récurrentes qui est l'HP positif et douleurs abdominales récurrentes HP négatif. Donc, il n'y a pas de caractéristiques spécifiques des douleurs abdominales de cette infection HP. Et donc, quand est-ce qu'on doit, bien sûr, chercher l'HP? Si on a une douleur abdominale qui persiste, qui est invalidante et qui est rythmée par les repas, on doit chercher l'infection à HP. Concernant les douleurs abdominales fonctionnelles, aucune recommandation concernant la recherche systématique de l'HP. Alors, douleur périombilicale sans aucun retentissement, il ne faut pas chercher l'HP ni par les méthodes invasives, ni par les méthodes non invasives. Pour l'anémie fériprive, bien sûr, avant de dire que c'est une anémie secondaire à l'infection HP, il faut qu'on élimine d'abord les étiologies fréquentes de l'anémie fériprive avant de chercher l'HP. Comment l'HP nous génère cette anémie fériprive? C'est parce que c'est un enfant qui va faire de l'hémorragie minime, qu'on ne va même pas voir. C'est un enfant qui va faire, à cause de cette HP, une hypochloridrie, et donc, ou c'est une consommation de ce fer
par la bactérie, et donc c'est un enfant qui va faire de l'anémie, et cette anémie, sa caractéristique, c'est qu'il est résistante au traitement martial. Alors là, la recherche de l'HP dans l'anémie résistante, il est indiqué si les autres causes ont été éliminées. Alors, comment on va faire le diagnostic? Bien sûr, il y a des méthodes invasives, c'est l'endoscopie digestive. L'endoscopie, elle est impérative pour faire le diagnostic de l'infection HP. Alors, pourquoi? Parce qu'on va regarder sur le plan microscopique qu'est-ce qu'on voit, est-ce qu'il y a une maladie ulcéreuse, c'est important. On va faire des biopsies. Alors, la biopsie, il va nous donner des critères, les critères de l'inflammation, est-ce qu'il est sévère, est-ce qu'il est modéré, et bien sûr c'est la biopsie qui va mettre en évidence la bactérie, la présence de la bactérie. On pourra grâce à cette biopsie faire une culture et antibiogramme. On pourra aussi faire un test à l'uréase qui est rapide et on peut démarrer le traitement si le test est positif sur la biopsie, comme on peut faire la PCR pour rechercher les résistances aux antibiotiques. Alors, concernant les méthodes diagnostiques non invasives, vous les connaissez tous, je ne vous enseigne rien, sauf que il faut plus demander la sérologie pour faire le diagnostic, parce que la sérologie, ça ne veut rien dire, ça veut dire qu'on a l'HP, est-ce qu'on est infecté ou pas, est-ce qu'on est encore infecté ou pas, donc ça ne donne pas de renseignements. Il faut la laisser pour les études épidémiologiques, cette sérologie de l'HP. Par contre, on peut faire le test respiratoire à l'urée, sauf qu'il n'est pas très fiable chez l'enfant moins de 6 ans. Donc, il faut plutôt préférer la recherche d'antigènes HP dans les selles et pas pour le diagnostic, mais c'est surtout pour le contrôle de l'éradication de la bactérie. Alors, quand est-ce qu'il faut rechercher l'HP? Quand on est devant des douleurs abdominales chez un enfant et qui sont rythmées par les repas, invalidantes, persistantes, associées à des vomissements ou à une hémorragie digestive, bien sûr, il faut faire l'endoscopie digestive. Si on est devant une anémie fériprive résistante au traitement, c'est l'endoscopie. Et si on est devant un PTI chronique, les recommandations de l'ESPEGHAN ne recommandent pas de faire l'endoscopie en premier, mais surtout, il faut faire les tests non invasifs, le test de l'uréase, marqué, ou les antigènes dans les selles. Concernant la petite taille et les douleurs abdominales fonctionnelles, aucun test n'est recommandé par les sociétés savantes. Il ne faut pas rechercher l'HP systématiquement. Alors, pour le traitement, c'est toujours les dernières guidelines de l'ESPEGHAN, NASPGHAN concernant le traitement de l'infection à Helicobacter pylori chez l'enfant. Donc, quand est-ce qu'il faut traiter? On ne va pas traiter tous les enfants chez qui on a fait une endoscopie digestive. À l'occasion, je ne sais pas, d'une biopsie jejunale, par exemple, on a fait des biopsies systématiques au niveau de l'estomac et on a trouvé l'HP. Il ne faut pas traiter parce qu'il n'a pas de symptomatologie qui fait qu'on doit traiter cet enfant. Donc, test and treat, jamais, il ne faut pas traiter. Et puis, il faut avoir des indications formelles. C'est un enfant qui a une symptomatologie et chez qui on va diagnostiquer cette infection par la biopsie ou par des méthodes non invasives. Sinon, si on commence à traiter tout le monde, nous qui font je ne sais pas si les gastro ils sont d'accord avec moi, qui font l'endoscopie, on a presque tous les enfants, toutes les indications, on a HP positif, presque tous les enfants HP positif. Donc si on commence à traiter tous les enfants, on va encore aggraver le problème de l'émergence de résistance. Alors qui traitait, toujours selon les guidelines de l'ESPGHAN, NASPGHAN, il faut traiter tout enfant qui a une maladie ulcéreuse. C'est fort, il faut traiter ces enfants parce qu'ils sont symptomatiques, ils ont des lésions, de l'inflammation et des lésions à l'estomac, donc il faut les traiter. Il ne faut pas traiter l'HP sans maladie ulcéreuse, c'est à discuter au cas par cas. Et quand on a une anémie fériprive, il faut traiter, mais c'est conditionnel toujours. Si on trouve des lésions, bien sûr, il faut traiter. Et en cas de PTE chronique, il ne faut pas traiter les enfants. Ça, c'est les recommandations de 2023.
Alors, comment on va traiter ces enfants? Et il faut commencer, bien sûr, l'efficacité du traitement, elle est importante pour une bonne éradication. Il faut une durée suffisamment longue avec bonne observance du traitement. Un contrôle optimal du pH intragastrique, parce que quand on contrôle le pH intragastrique, on permet aux antibiotiques de bien agir. Et donc, si on diminue l'acidité, les antibiotiques agissent bien, parce que l'acidité, elle inhibe l'action des antibiotiques. Et puis, il faut utiliser deux antibiotiques qui sont efficaces sur la bactérie. Donc, on va utiliser les IPP, les antibiotiques amoxicilline, métronidazole ou clarithromycine pendant une durée longue de 14 jours. Alors, la résistance aux antibiotiques, et c'est avéré selon les études que la résistance à la clarithromycine, elle est beaucoup plus importante que la résistance au métronidazole, sauf que la résistance in vitro, elle est différente de la résistance in vivo pour le métronidazole, donc c'est pas toujours clair cette résistance au métronidazole. Donc, les sociétés savantes et nous disent on peut utiliser la clarithromycine si on a un taux de résistance qui est inférieur à 15%. Nous, on ne teste pas la résistance à la clarithromycine. Donc, chacun fait, on a des protocoles internes qu'on fasse en fonction de nos malades. Alors, le traitement de première intention qui est proposé par les sociétés savantes, il est basé sur le test de sensibilité à la clarithromycine. Donc, c'est des recommandations qui ne sont pas applicables dans notre contexte. Donc, si on va suivre les recommandations, on va se retrouver dans cette rubrique. Donc, on va se retrouver ici, alors que nous, on va laisser ce traitement en dernière intention parce que nous aussi, on a des infections HP qui sont résistantes au traitement et qui nous posent problème. Donc, si on n'a pas de test de sensibilité à la clarithromycine, on peut commencer par le métronidazole, amoxicilline et IPP. Alors, l'association qu'on faisait avant, donner métronidazole, amoxicilline, métronidazole et clarithromycine, apparemment, on a banni cette pratique. L'association métronidazole et clarithromycine est non recommandée parce qu'il n'augmente pas le taux d'éradication de la bactérie et il faut l'envisager quand on a une allergie à l'amoxicilline. Donc, on peut donner ces allergies métronidazole, clarithromycine et IPP en 2 prises. Il faut avoir des doses suffisamment élevées des médicaments pour une meilleure efficacité. Et si vous regardez, on est à presque, on peut atteindre 80 mg d'IPP chez un enfant qui a plus de 35 kg. Pour le métronidazole, alors le métronidazole, il s'est avéré que son efficacité est beaucoup plus importante quand la dose dépasse 30 mg par jour, même dans les souches qui sont résistantes au métronidazole. Et donc, ils ont un petit peu avancé cette hypothèse, la résistance in vivo et in vitro ne sont pas similaires. Et donc, on peut utiliser quand même métronidazole dans notre contexte où on n'a pas cette test de sensibilité à l'amoxicilline, à la clarithromycine. Alors, est-ce qu'on va adopter la thérapie, la trithérapie pendant 14 jours ou la thérapie séquentielle? Alors, bien sûr, il y a plusieurs gens qui font encore cette thérapie séquentielle, mais c'est avéré qu'elle présente des risques plus élevés d'induction de résistance, d'effets secondaires beaucoup plus importants, de problèmes d'observance, de perturbations de microbiote, et le taux d'éradication par la thérapie séquentielle, il est inférieur à la trithérapie pendant 14 jours. Quand on n'arrive pas à traiter la bactérie, il ne faut pas changer rapidement le traitement, mais il faut se poser des questions. Pourquoi on n'est pas efficace? Est-ce que c'est une mauvaise observance? Est-ce que c'est des doses qui sont insuffisantes? Est-ce que c'est un arrêt précoce du traitement? Ou c'est un traitement qui est inadapté à ce moment-là? Donc, le traitement inadapté, c'est une hypothèse à laisser en dernier. Il faut d'abord voir les autres critères avant de dire là, c'est un échec du traitement pour passer au traitement de deuxième ligne. Et le traitement de deuxième ligne, dans notre contexte, donc, c'est la quadrithérapie qui comporte le bismuth, amoxicilline, IPP et métronidazole. Ou amoxicilline, tétracycline. Tétracycline, il ne faut pas l'utiliser chez les enfants moins de 8 ans. Et donc, soit métronidazole ou tétracycline.
Alors, ça, c'est une étude chinoise récente de 2024 qui a montré l'efficacité de la quadrithérapie chez 288 enfants. Et vous voyez, c'est le traitement à base de bismuth. Donc, il assure une éradication dans 89,8%, contrairement à la trithérapie, qui reste efficace, encore efficace dans notre contexte. Alors, bien sûr, la quadri et la trithérapie, c'est les mêmes effets secondaires, mais les effets secondaires, ils sont beaucoup plus importants avec la tétracycline qu'avec l'amoxicilline. Alors, quand est-ce qu'on va utiliser la fluoroquinolone? Quand on a une allergie à la pénicilline, une résistance à la clarithromycine, ou chez les enfants moins de 8 ans, chez qui on ne peut pas utiliser la tétracycline, on peut donner la fluoroquinolone. Les probiotiques, ils sont utiles pour diminuer les effets secondaires du traitement antibiotique, mais on ne va pas utiliser à tort et à travers tous les probiotiques qui sont sur le marché. C'est surtout le Saccharomyces, le Lactobacillus qui ont montré une efficacité dans l'infection HP. Et bien sûr, il faut absolument contrôler l'éradication de cette bactérie. Comment? C'est 6 à 8 semaines après l'arrêt du traitement, on fait soit le test respiratoire à l'urée marqué, soit la recherche des antigènes dans les selles. Ça fait c'est bon. C'est bon. Merci. Je vous remercie.